Jean-Yves, bonjour. Bonjour Adil. J'ai une question qui me taraude un petit peu. Aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la crise Ukraine-Russie, est-ce que le positionnement et les demandes de vos clients ont changé? En gros, est-ce qu'il y a eu on va dire une modification en termes de perception avant crise et maintenant? C'est une bonne question Adil, merci de la poser en tous les cas. Et alors c'est une question paradoxale parce qu'on pourrait penser que la crise ukrainienne a provoqué un mouvement, en tous les cas peut-être pas de panique, mais d'affolement ou d'angoisse de la part de nos clients. En fait c'est un peu tout l'inverse puisque nous en fait on avait anticipé, alors pas anticipé bien sûr le conflit Ukraine-Russie, mais on avait positionné l'ensemble de nos portefeuilles sur la fin de l'année 2021, après des belles prises de plus-value des 2 dernières années, sur inflation et remontée des taux. Donc la question qu'on s'est posée, c'est à partir du 24 février, est-ce qu'il y a réellement une modification et un changement de stratégie à avoir? La réponse que nous nous sommes donnée, c'était non, on ne change pas. Donc les quelques clients qui nous ont appelés, puisqu'on en a eu quelques-uns, on les a juste rassurés sur les allocations et les arbitrages que nous avions faits préalablement, c'est-à-dire sur cette fin d'année, sur ce dernier quadrimestre, là, sur les derniers 4 mois, et on leur a simplement dit qu'en fait, ils étaient déjà calibrés par rapport certainement à une inflation plus forte qu'attendue, suite au 24 février, et peut-être une remontée des taux un peu moins forte. Ceci dit, c'est l'avenir qui va nous le dire, puisque là-dessus, c'est l'avenir qui nous le dira. Alors, Adil, pour le coup, peux-tu nous parler du découplage US-Europe qu'on peut constater? C'est des questions que nous avons régulièrement de la part de nos clients sur justement l'économie, Ouais. les économies US et Europe. Alors, effectivement, c'est une question centrale et je pense qu'elle est encore plus pertinente avec la crise Ukraine-Russie. Déjà, on va dire très rapidement, hein, sur le plan de la politique monétaire. Tu le sais évidemment, hein, autant que moi, c'est côté US, les choses se sont un tout petit peu accélérées, mais il y a potentiellement une temporisation à un moment donné qui va avoir lieu. Ça, c'est le premier point. La petite nouveauté, c'est quand même avec Christine Lagarde et la BCE, où on a eu un ton qui était assez au quiche, avec les pressions inflationnistes qui montent, etc. Donc, il y a un découplage, certes, en termes de durcissement de politique monétaire, mais on commence à avoir, on va dire, une reconvergence très progressive. Ça, c'est vraiment un point pour moi qui est assez important à avoir à l'esprit. Ensuite, sur le marché, sur les marchés actions, plus fondamentalement, en fait, la crise Russie-Ukraine, elle a exacerbé quelque chose qu'on avait tous en tête du prisme français et européen, la fragilité en termes de dépendance énergétique de l'Europe et aussi sur le plan militaire, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce qu'on constate finalement, et ça c'est quelque chose qui se voit en termes de valorisation dans les actifs et même en termes de prédictibilité des valorisations boursières à venir, c'est qu'aujourd'hui on a une Europe qui forcément, et surtout l'Allemagne, hein, c'est encore plus marqué, qui est très dépendante énergétiquement du reste du monde et qui sera amenée à avoir, on va dire, des évolutions majeures pour contrer les pressions inflationnistes, les pénuries de stock, etc. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où il y a finalement évidemment un aspect un petit peu autosuffisant. Donc ça c'est le premier volet. Sur le volet aussi, j'ai envie de dire, plus fondamental en termes de valorisation, et on l'a constaté hein, sur les performances boursières, l'Europe a beaucoup plus baissé. Voilà, par rapport aux États-Unis. Maintenant, ça c'est le rétroviseur. Si on essaie de voir un tout petit peu en avant, on pense malgré tout qu'en Europe, les valeurs dites value, voilà, qui ont été complètement massacrées, je pense à des valeurs bancaires, je pense à des titres quand même, on n'aurait jamais pu imaginer perdre 25% en 2 jours comme LVMH. Voilà, c'est du luxe, c'est du pricing power. On pense qu'il y a de la valeur à chercher au niveau de l'equity en Europe, mais avec de la sélectivité et la capacité surtout à identifier du pricing power. Et par contre, côté américain, ce qu'on n'aime pas, et pour moi là où il faut vraiment faire extrêmement attention, c'est tout ce qu'on appelle donc les valeurs technologiques non profitables. Évidemment, je ne parle pas d'un Google. Google n'est pas cher, d'ailleurs, il faut l'avoir en tête. Mais la technologie non profitable qui est très sensible au taux d'intérêt réel, ça c'est quelque chose à écarter. Voilà. Je rebondis un petit peu, hein, parce que donc là on a parlé, merci beaucoup pour ta question, mais si on se projette, on va dire, du côté vers le non-côté, est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a toujours un appétit aussi marqué après l'ère, on va dire, très favorable au private equity? Aujourd'hui, quelle est un petit peu la situation de tes clients? Alors, pour reprendre un terme que tu as utilisé, j'aimerais pas qu'il y ait un découplage entre la demande commerciale, l'offre commerciale
et la période d'investissement dans private equity. Aujourd'hui, très clairement, on se pose la question, nous, dans nos allocations, on se pose aujourd'hui la question de la pondération du private equity et qu'est-ce qu'on doit mettre en termes de pourcentage dans nos allocations private equity. On pense que le private equity est quand même une classe d'actifs sur laquelle on ne peut pas passer à côté. D'accord, c'est réellement une source de valeur. Maintenant, il y a un gros point d'interrogation sur quelles vont être les conséquences sur la classe d'actifs du private equity suite à la remontée des taux. Si la remontée des taux concrètement s'amplifie, est-ce qu'aujourd'hui le private equity délivrera les rendements qu'on a pu attendre depuis 40 ans? Alors, aujourd'hui, on parle de TRI supérieur à 10% sur le private equity. Alors, si demain on a 25% en moins, ça ne sera pas non plus dramatique. Hein, on aura quand même des belles performances. Maintenant, il faudra le rappeler par rapport à l'inflation aussi, hein, parce que ça aussi, voilà, on n'a pas de boule de cristal suffisamment profonde pour savoir ce qui se passera dans réellement 12 mois ou 24 mois. Maintenant, le private equity, ça fait partie d'une classe d'actifs. 2 points que j'aimerais rappeler. La première, attention à la courbe en J, pour le coup, puisque la fameuse courbe en J, c'est d'abord un impact des frais de fonctionnement de ces fonds. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, il faut regarder à moyenne échéance quels vont être les rendements et comment est délivré le rendement et quel est le poids des frais à l'intérieur des fonds. Et la deuxième chose, attention également aux fonds s'ils sont, on va dire, fermés dans le temps ou s'ils ont une durée fixe ou est-ce qu'ils sont perpétuels et comment va être faite cette sélection. Et dernier point, c'est la qualité des sociétés de gestion, leur picking, leur track record, leur capacité à générer de la performance dans le temps. Voilà, toutes les sociétés ne se valent pas. Il y a des sociétés qui ont plus de 40 ans d'existence dans le private equity, qui délivrent de la perf même depuis 70 pour les plus anciennes. Donc là, aujourd'hui, très clairement, on peut très bien sélectionner certaines sociétés de gestion. Et puis le dernier point, c'est du bon sens. Comme dans tout ce que nous faisons, c'est la diversification des sociétés de gestion que l'on va pouvoir sélectionner. Hein. Peut-être faire de la dette en private equity, en plus du private equity equity. Ça permettra comme ça, en tous les cas, d'avoir une diversification des classes d'actifs à l'intérieur du private. Et peut-être aujourd'hui, oui, positionner 10-15%, vu l'érosion des autres classes d'actifs, ça vient en complément, en tous les cas, d'une allocation globale et générale. Adil, je rebondis. Merci beaucoup. Ouais. Je rebondis sur un élément qui me paraît aujourd'hui attractif, le haut rendement. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du haut rendement? Alors, est-ce que c'est la définition? Comment ça marche? Parce que les clients ils nous posent toujours la question, le haut rendement, c'est quoi? Alors, effectivement, je te remercie pour cette question parce que le haut rendement, tu le sais, c'est côté chercheur prince gestion, c'est une classe d'actifs historique, hein, plus de 20 ans quand même sur cette classe d'actifs. Stabilité des équipes, tu en parlais sur la dette privée, mais pour nous, sur le côté aussi, ça prévaut. Et le haut rendement, moi j'ai la conviction que c'est une classe d'actifs à vraiment regarder dans le contexte actuel. On en a parlé tout à l'heure, hein, la dislocation des politiques monétaires, etc., les valorisations equity. Un investisseur, pour moi aujourd'hui, ce dont il a besoin, c'est un minimum de stabilité en termes de cash flow sur ses performances boursières. Ça, c'est très important. Le deuxième point, on va dire une maîtrise, j'ai envie de dire, de la solvabilité des boîtes qu'il finance. Et le haut rendement aujourd'hui, avec ce qui s'est passé sur la crise ukrainienne et les pressions inflationnistes qui en ont découlé, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on peut avoir du double B. D'accord ? Parce que le rendement, dès qu'on descend en dessous de triple B-, on est dans le haut rendement, mais il y a différents niveaux. Il y a le fameux triple C qui est très risqué, mais il y a du double B+, double B- qui le sont beaucoup moins, qui sont beaucoup moins risqués. Mais donc, on peut avoir, juste pour avoir en tête, du double B à horizon 5 ans qui peut offrir 5 ou 5,5 de rendement. C'est quelque chose de non négligeable. Et un point qui est central, et moi qui est essentiel et que je pilote de façon chirurgicale avec mes équipes, c'est ce qu'on appelle le point mort en fait, obligataire. Le point mort obligataire, c'est quoi ? C'est en fait la hausse de spread de crédit que l'on peut s'autoriser sans toucher 1 euro du capital. Parce que si on a du rendement et qu'on est peu sensible au taux et au spread de crédit, on peut supporter une hausse significative. Et là, on a finalement au niveau du marché des opportunités. On a globalement, l'approche, c'est de sélectionner des titres qui offrent des rendements à maturité qui sont élevés, 5, 6, 7%, d'accord ? Mais en même temps, des points morts obligataires, donc la hausse maximale autorisée, qui est de 200, 250 points de base sur un an. Si on arrive à trouver ce type d'émetteur, on est très confortable. Et en plus, si on cumule, on va dire, cette approche risk-reward avec une sélectivité bottom-up où on est capable d'apprécier de façon assez confortable la solvabilité des émetteurs, on sera remboursé. On a un profil risk-reward qui est sympathique. J'ai envie de dire, c'est une classe d'actifs quand même
à regarder, surtout si on essaie aussi d'approfondir un peu ce qui se passe dans le monde émergent, et je pense particulièrement à tout ce qui est Amérique du Sud. Voilà. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais vraiment c'était l'idée. Et Merci, si on veut résumer globalement, s'il y avait un mot pour toi qui était important à retenir dans le contexte actuel et sur qu'il fallait mettre en exergue, ça serait quoi? Alors un mot, ça va être un peu touchy, Ouais, mais on va essayer de le faire en 3 phrases. La première chose aujourd'hui, très clairement, il faut avoir une analyse fondamentale, prendre de la hauteur et ne pas se laisser submerger par ses émotions. Une fois qu'on a fait cette analyse, aujourd'hui en tous les cas, et qu'on voit par exemple, comme on l'a dit en amont, que l'inflation va être forte et que la remontée des taux est certainement inéluctable, à partir de là, on construit une allocation d'actifs diversifiée dans toutes les classes d'actifs, que ce soit de l'immobilier jusqu'au private equity et à des classes d'actifs plus traditionnelles et également à du haut rendement, on ne l'a pas évoqué, ou des produits structurés par exemple. Donc c'est une vraie logique de bon sens qui permet à terme d'avoir une diminution du risque et en même temps une prise de profit maximale. Bien évidemment, on saisit les opportunités et on profite des rotations sectorielles quand il y a lieu. Quand il y a un intérêt à aller sur la value, il faut aller sur la value. Quand à un moment donné, il faut aller plus sur l'or ou les matières premières, il faut y aller parce qu'il y a l'inflation. Bon voilà, c'est des choses logiques, mais par contre, on n'est pas all-in. Très bien. Sur une classe d'actifs particulièrement, il faut être diversifié et même diversifié dans les classes d'actifs. À ton tour, Adil, je te pose la question. Si en synthèse, tu dois me faire une synthèse de tout ce que tu m'as dit. Je pense que tu as tout dit. Enfin, on se rejoint complètement sur ton analyse. Moi, je rajouterais juste un terme, et je pense qui englobe un peu tous les points que tu viens d'étayer. C'est la notion de calibration, elle est centrale. Les marchés sont tellement compliqués, les cycles d'investissement tellement courts, il faut être capable de calibrer, c'est-à-dire estimer ce qu'on peut perdre pour voir ce qu'on peut espérer gagner de façon asymétrique. Voilà, pour moi, c'est un point qui est essentiel à avoir en tête. Ok. Merci. Olivier, merci beaucoup. Mais merci à toi, Adil, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est un plaisir. Moi aussi, c'était pas un plaisir.